Alors je continue sur la même thématique. Et là, je m'appuie sur l'expérience Opéra du CERN, qui a annoncé le 23 septembre que les neutrinos qui vont entre le CERN à Genève et le Gran Sasso en Italie vont plus vite que la lumière, avec un excès de vitesse qui était de 7 km par seconde. Ce qui est énorme, hein. Ça fait un écart de 10-5. Les gens disent c'est rien, c'est rien. Non, 10-5 c'est énorme. La relativité restreinte a été testée à 10-14 près déjà. Donc si ce résultat d'Opéra était confirmé, ça changerait beaucoup de choses. Et donc les physiciens se sont répartis les tâches. Il y en a qui ont regardé l'expérience. Est-ce qu'il n'y a pas des biais multiples dans le système de mesure qui a pu tromper sur la nature du résultat? Il y a des physiciens qui ont utilisé des théories à l'ébauche, comme la théorie des supercordes, en prenant acte du résultat, c'est-à-dire en supposant qu'il était juste, et en essayant de l'interpréter dans le cadre d'une nouvelle physique. Il y a eu par exemple des papiers assez délirants expliquant qu'entre Genève et Rome, la métrique de l'espace-temps, bon, c'est pas tout à fait ça. Du coup, les neutrinos peuvent circuler dans des dimensions parallèles qui raccourcissent le temps de trajet. Bon, ça, c'était quand même assez... Non, mais c'est pour vous dire que la rationalité, c'est quelque chose qu'on construit a posteriori. Mais leur démarche était d'une certaine façon rationnelle. Et puis il y a des physiciens comme moi qui n'ont rien fait en attendant qu'il soit démontré que le résultat était faux. Ce qui ne pouvait pas être vrai le résultat. Pour une raison simple, c'est que en 87, il y a une supernova qui a explosé dans le nuage de Magellan. Et il se trouve que j'étais dans une expérience dans le tunnel de Fréjus à Modane, et on détectait les neutrinos. Enfin, on détectait des désintégrations de protons, qui ne sont jamais venus d'ailleurs. Alors, on avait enterré le détecteur pour être débarrassé du rayonnement cosmique. Et on avait une masse de fer énorme avec des milliards et des milliards de protons. Et comme il y avait des théories qui prédisaient que le neutron était instable, devait se désintégrer, on s'était dit, s'il y a beaucoup de protons dans la manip, on va en verra un de temps en temps qui se désintègre. On n'en a jamais vu, ce qui a d'ailleurs réfuté les théories en question. Mais un jour, on a vu passer dans le détecteur des particules qui ont allumé des lampes un peu partout. Et c'était des neutrinos qui ont traversé le détecteur. Et en fait, on a compris qu'ils avaient été émis par une supernova, donc une étoile explosive, dans le grand nuage de Magellan, qui n'est pas tout près. Et 6 heures après le passage de neutrinos, les astrophysiciens ont vu la supernova. Ça veut dire que les photons émis par cette explosion sont arrivés 6 heures après les neutrinos. Donc déjà, il y avait un décalage entre les neutrinos et les photons. Mais personne n'a dit que les neutrinos vont plus vite que la lumière. 6 heures, c'est pas grand-chose d'abord. Et surtout, ça venait du fait que, comme les neutrinos n'interagissent pas avec la matière, quand l'étoile explose, ils sont immédiatement émis et partent en ligne droite, alors que les photons, eux, interagissent avec la matière de l'étoile, et leur départ est retardé. Donc l'écart temporel qu'on a observé est un écart dû aux conditions initiales, au start des photons et de neutrinos, et non pas à une différence de vitesse le long du parcours. Et il suffisait de faire un calcul très simple, qui est que si le résultat de l'expérience Opéra du CERN était juste, c'est-à-dire 60 nanos d'avance pour 720 km, les neutrinos de la supernova auraient dû arriver 4 ans avant les photons. 4 ans. Alors on a regardé dans les archives de 1983, on n'a rien vu. Donc c'était bizarre d'imaginer que des neutrinos de basse énergie vont moins vite que la lumière et que les neutrinos de haute énergie vont plus vite que la lumière. C'était quand même un schéma assez bien. Bon, enfin voilà, quand il y a une contradiction comme celle-là, il y a en fait 3 hypothèses possibles. Soit il y a une erreur de mesure ou d'interprétation de la mesure. Par exemple, la notion de temps de vol entre un point A et un point B en relativité générale, c'est pas trivial. Temps de vol en relativité, c'est pas une chose qu'on peut définir aussi simplement que dans une métrique classique du type de celle de Newton ou de Minkowski. Donc déjà, on s'interroge sur ce qu'on a mesuré. On s'interroge sur l'appareil de mesure. Et l'expérience Opéra est très compliquée. Donc il peut y avoir des biais expérimentaux un peu partout. Et puis si on a
acquis la certitude qu'il n'y a pas de biais expérimentaux, alors le résultat doit être pris comme un résultat avéré, surtout s'il est confirmé par une autre expérience. Ça veut dire qu'on se retrouve là avec un désaccord entre la théorie et la mesure. Qu'est-ce qu'on fait? Une théorie qui est par ailleurs très éprouvée, en laquelle on a confiance. Qu'est-ce qu'on fait? Alors en fait, il n'y a pas de recette générale. Parce qu'il y a des situations où la solution du problème est une solution législative. C'est-à-dire on change la loi. Par exemple, dans l'expérience des neutrinos, on peut reformuler la théorie de la relativité restreinte avec deux constantes. Une constante qui est la vitesse de la lumière, C, qu'on connaît, puis une autre constante qui est la vitesse limite, qui pourrait être différente de C. Et donc ça, c'est déjà publié depuis très longtemps. On peut tout à fait imaginer une théorie de la relativité dans laquelle la vitesse limite, indépassable, n'est pas la vitesse de la lumière. Alors il y a des cas comme ça où il faut changer la loi. Et un des cas les plus célèbres, peut-être que vous le connaissez, c'est au XIXe siècle, les astronomes ont mesuré la trajectoire de Mercure, qui est une trajectoire elliptique, mais ils ont observé que le périhélie, c'est-à-dire le point qui est le plus proche du Soleil, d'un tour à l'autre, d'une orbite à l'autre, il se décale un peu. Il y a une avance du périhélie. Et cette avance du périhélie, on peut la calculer à partir des interactions de la planète avec les autres planètes. Et donc ça a été fait au XIXe siècle par Le Verrier et tas d'autres. Et dans un cadre newtonien, et ils arrivent à expliquer, grâce à ce calcul perturbatif, l'essentiel de l'avance du périhélie de Mercure. Simplement, il restait un petit résidu, un petit écart, qui est de 43 secondes d'arc par siècle. C'est zéro, hein? 43 secondes d'arc par siècle. Bon, mais les mesures étaient très précises, les calculs aussi. Et les gens disaient, il y a un désaccord. Très léger. Et on a appelé ça l'anomalie de l'avance du périhélie de Mercure. Et personne n'a imaginé que ça remettait en cause les équations de Newton. Et il y a des gens qui ont imaginé qu'il existait une petite planète, qu'on a pu localiser. Enfin, on a pu dire où elle devait être, quelle masse elle devait avoir, et quelle trajectoire elle devait avoir. Et on dit si cette planète existe, son effet gravitationnel sur Mercure peut expliquer l'avance du périhélie. Donc les types ont braqué les lunettes, ils n'ont rien vu. Alors ils ont imaginé que c'est une planète diffuse, c'est un gaz qui a une masse. Bon, ça devenait compliqué, quoi. Et celui qui a pris le problème à bras-le-corps en disant « cette anomalie n'est pas une simple anomalie qu'on pourra comprendre par un petit correctif, cette anomalie est la preuve que les lois de Newton sont fausses. » Et c'est Einstein. Einstein fait une nouvelle théorie de la gravitation à partir de 1908 et dit « le test de ma théorie, ça sera le périhélie de Mercure. » 2 minutes. Alors, je terminerai, donc, puisqu'il reste 2 minutes, je termine là-dessus. La prochaine fois, si j'y pense, je vous amènerai, parce que ça, c'est un truc extraordinaire. On a retrouvé des brouillons d'Einstein de 1912, que je vous amènerai. Vous verrez l'écriture d'Einstein, les ratures, etc. Parce qu'Einstein, en 1912, il avait déjà fait une théorie de la gravitation, et il a calculé l'avance du périhélie de Mercure. Et ça, c'est ce manuscrit qu'on a retrouvé il y a 3 ans. Et on le lit, et on voit que dans le calcul, d'abord il se trompe sur la masse du Soleil, il s'en rend compte, et puis il obtient un résultat qui est complètement faux. Et il aurait dû se dire, puisque mon calcul ne donne pas de résultat observationnel, c'est que ma théorie est fausse. Et ce n'est pas ce qu'il se dit, parce qu'en fait, il avait travaillé avec un mathématicien qui s'appelle Grossman. Grossman lui avait proposé un tenseur pour décrire la métrique de l'espace-temps, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et Einstein l'avait refusé en disant ce tenseur n'est pas assez physique, il est trop mathématique, il y a trop de symétrie. Il avait pris un autre tenseur à sa sauce, et comme ce tenseur lui avait permis de démontrer un résultat auquel il tenait beaucoup, qui est la relativité des moments de rotation, il avait tellement confiance dans son équation que le fait qu'elle n'explique pas le périhélie de Mercure lui était apparu secondaire. Ça, c'est 1912.
Et puis en 1915, il veut publier ses résultats, et il se rend compte que la démonstration qu'il croyait avoir faite de la relativité du mouvement de rotation était fausse. Le résultat qu'il croyait avoir obtenu, en fait, il n'est pas bon. Et donc à ce moment-là, il a fait un truc bizarre, il a récupéré le tenseur qu'il avait refusé de la part de Grossman, et il a écrit une nouvelle théorie de la gravitation, qui est celle qu'on a aujourd'hui, avec les équations d'Einstein telles qu'on les connaît. Et avec cette nouvelle équation, il résout le problème du périmètre de Mercure qu'il avait déjà résolu en 1912, avec une équation très voisine, et il trouve 43 secondes d'arc par siècle. Il a failli mourir d'ailleurs, hein. Palpitation. Ah ouais. Il a écrit une lettre à Ehrenfest, il a failli y passer. Hein. Non, parce que réfléchissez à ça. La grande question à propos d'Einstein, c'est comment a-t-il fait pour ne pas devenir fou? C'est une question sérieuse. Personne ne comprend comment Einstein a pu faire pour ne pas devenir fou. Regardez ce qu'il a fait en 1905. Tous ces trucs ont marché. Regardez comment il a traversé le siècle, la bombe atomique, etc. Je connais plein de physiciens qui découvrent le 10e de ce qu'il a découvert dans un article, qui pète un câble. Et lui,